Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de 100% Éco, votre émission de débat à la télévision sur Canal 2 International. La grosse actualité en Afrique aujourd'hui, c'est l'attractivité des marchés. Vous voyez que avec la baisse continue des investissements directs étrangers, l'économie africaine n'est plus aussi attractive pour les financements extérieurs. Du coup, on se pose la question de savoir que faut-il faire pour que les économies retrouvent leur attractivité. Et l'un des aspects fondamentaux, c'est la réglementation des changes. Pour les investisseurs, il faut beaucoup plus de souplesse à cette réglementation pour permettre aux investisseurs étrangers de pouvoir notamment rapatrier les dividendes. C'est pas le cas des banques centrales. Les instituts d'émission réagissent en disant « Nous, notre credo, c'est la souveraineté monétaire. Il faut protéger les devises qui sont nécessaires pour le financement de nos économies. » Alors, entre les deux théories, le débat est ouvert. Aujourd'hui, 100% Éco revient sur cette problématique lancinante, pertinente et au cœur du développement de la compétitivité de nos économies. Entre souveraineté monétaire d'un côté brandie et de l'autre attractivité de nos économies, quelle est la voie de contournement, quel est le compromis, quel est le lien de conciliation entre les deux? Pour répondre à cette interrogation, nous avons eu recours à l'expertise d'experts qualifiés, compétents, expérimentés, que je vais vous présenter juste après cette transition. Bonsoir à nouveau, mesdames et messieurs, sur 100% Éco, votre magazine de débat économique sur Canal 2 International. Je vous disais tantôt, en souveraineté monétaire et attractivité de l'économie, les deux notions sont-elles conciliables? Quel est le compromis? Quel est le lien entre les deux? Donc, du coup, nous avons eu à recourir à l'expertise, je disais tantôt, d'experts qualifiés, compétents, expérimentés pour dénouer les chevaux de toutes les contradictions autour de ces deux notions. Rapidement, à ma droite, nous avons le docteur Marc Ombé Onana. Il est économiste financier. Il est chief executive officer du cabinet Crédit et Stratégie. Bienvenue sur le plateau de 100% Éco et surtout, bonjour. Bonjour, monsieur Diabaté. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui vont déguster ce plat intellectuel. Oui, dans votre actualité, l'actualité du cabinet Crédit Stratégie, dans votre portefeuille, vous avez un certain nombre d'entreprises. Et serez-vous inspiré de les envoyer à la bourse, d'ouvrir leur portefeuille au marché boursier? Effectivement, nous travaillons dans ce sens parce qu'aujourd'hui, l'avenir du développement économique de l'Afrique, des entreprises en Afrique, c'est également recourir auprès du marché financier pour soit ouvrir leur capital, soit pour lever les financements. Je pense que avec cela, ça va l'ancrer sur le marché des PME, parce qu'avec le développement du nouveau compartiment PME, il est idéal que les PME s'y vont pour une pérennité, parce que avec le marché financier, on est plus serein, on est plus sûr, on est plus transparent et on a plus de notoriété sur le marché international. Donc aujourd'hui, les PME, l'ouverture du segment PME est un bijou qui a été donné aux PME et nous travaillons dans ce sens. Également renforcer également les investisseurs étrangers pour qu'ils puissent venir en Afrique, malgré que certains s'interrogent sur le retour des fonds, parce que beaucoup de fonds d'investissement s'interrogent sur le retour des fonds. Ils veulent bien investir, certains sont venus, mais maintenant, au niveau du rapatriement des fonds, certains... On verra ça tout à l'heure. Mais votre satisfaction, par rapport, vos promesses par rapport au marché boursier, je crois que ça a de quoi ravir le directeur général de la BVMAC, le docteur Louis Bagantolo, qui œuvre sans cesse pour amener les PME, les petites et moyennes entreprises qui constituent quand même 90% du tissu structurel des entreprises en Afrique centrale, vers les marchés, vers les guichets
de la BVMAC. Toujours sur ce plateau en présentiel, on a un habitué des meubles. Il connaît déjà tous les fauteuils d'ici. C'est son Excellence Bonheur Yol. Il est diplomate, expert de l'ONU. Il est PDG du cabinet conseil d'expertise Ratio International. Bienvenue à nouveau et bonjour. Merci. C'est un honneur que de vous avoir. Vous savez, lorsqu'on vous a sur ce plateau, c'est important parce que dans votre actualité, vous œuvrez pour l'inclusion financière féminine. Déjà, vous êtes en partenariat avec la Banque africaine de développement sur le projet AFAWA. Alors, où en est-il ce projet? Le projet avance à grands pas. Il y a déjà eu des actions ce premier trimestre avec le volet qu'on appelle Power Africa, qui concerne les groupes de femmes qui ont été formés pour être préparés à l'accès au crédit, avec un certain nombre de banques de la place que je ne vais pas citer. Mais je vais rebondir sur l'actualité de mon vis-à-vis par rapport à... Dr Marc Ombe Onana. Dr Marc. Ombe Onana. Marc Ombe Onana. Voilà. Parce que vous avez fait allusion au PME et l'inclusion financière parle des TPE. D'accord. Donc les TPE, nous faisons la classe en dessous pour les amener à devenir demain des PME. Voilà. Donc, et les problématiques qui sont adressées, les possibilités qui sont offertes aux PME désormais d'avoir accès au marché financier sont très intéressantes. Et l'inclusion financière est aussi, fait aussi partie des solutions aux questions monétaires et de change qu'on va aborder. Nous allons voir comment, avec notre public et tous ceux qui nous écoutent. Merci, Son Excellence Bonheur Yol, de vous avoir sur ce plateau et surtout de votre actualité qui est très importante pour les dames. Et pour l'inclusion financière des dames, on ne peut pas nous dire que les femmes sont majoritaires, que les femmes sont au cœur de l'économie, mais qu'elles ne possèdent pas les moyens pour financer leurs entreprises. C'est une aberration, c'est une contradiction, un paradoxe incroyable. En multiplex, dans le cadre de cette émission, nous aurons aussi le docteur Célestin Fautier. Il est banquier, il est spécialiste des questions de réglementation dans les établissements de crédit. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de 100% Éco sur Canal 2 International. Merci Henri-Paul, merci de m'avoir invité et je pense que c'est toujours un plaisir et un honneur d'être là pour parler des sujets qui pourront apporter des éclairages sur certains domaines qui restent encore un peu non élucidés au niveau des populations, notamment des acteurs économiques. Mais avant que de commencer ce débat, Madame, Monsieur, sur 100% Éco, sur Canal 2 International, nous allons écouter la chronique signée Henrik Ndé qui va en fait faire l'état des lieux de la situation de la réglementation des changes en Afrique. Afin d'avoir la maîtrise des réserves de change qui se réduisent sans cesse, de la fuite des capitaux, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, certaines banques centrales africaines à l'instar de la BEAC en Afrique centrale et de la BCEAO en Afrique de l'Ouest ont mis en place des réglementations fortes. Mais celles-ci induisent, selon les opérateurs économiques, des lenteurs dans les transferts d'argent dont les délais et les coûts ont explosé et ont entraîné un climat de méfiance entre les opérateurs et les partenaires étrangers. Cette nouvelle édition du débat économique africain 100% Éco ouvre la réflexion sur la rigidité ou la souplesse des réglementations des changes en Afrique et leur impact sur l'attractivité des économies sur le continent. L'objectif est de trouver des solutions intermédiaires ou des parcelles pour concilier réglementation des changes et compétitivité économique. Bienvenue à nouveau sur le plateau de 100% Éco sur Canal 2 International. Pour le débat d'aujourd'hui, je vous disais tantôt, on a la problématique, c'est la contradiction entre
la contradiction, le rapprochement entre l'attractivité économique et la souveraineté monétaire. Que faut-il faire pour que la réglementation d'échange soit au cœur de la compétitivité des économies africaines? Mais avant tout, je m'en vais vers les invités, leur poser la question. La réglementation d'échange, c'est quoi en fait? Docteur Marc Ombé Onana. Oui, quand on parle de réglementation d'échange, c'est l'ensemble des règles qui régissent les opérations financières à l'extérieur, les opérations financières. Quand on parle d'opérations financières, ce sont les transferts de fonds, les rapatriements, les investissements et entre un pays et le reste du monde. Donc, ce sont dans ces règles qui sont donc érigées et définies par l'autorité monétaire. L'autorité monétaire, dans le cas de la CEMAC, c'est la BA, la Banque centrale, qui érige un ensemble de règles pour éviter une certaine fuite des capitaux, la fuite des capitaux, et pour pouvoir coordonner le mouvement des capitaux qui est au sein d'une zone monétaire. Donc, en réalité, lorsqu'on parle d'une réglementation, c'est un ensemble de règles, de lois qui protègent, qui visent donc à protéger le niveau des devises, à contrôler le niveau des devises réelles sur un marché. Donc, en Afrique centrale, la réglementation d'échange varie. Bon, pas en Afrique centrale, la réglementation d'échange varie en fonction du système de change. Est-ce que nous sommes dans un système de change fixe ou bien nous sommes dans un système de change flottant? Un système de change fixe, c'est quoi? C'est qu'il faut, c'est le maintien d'une parité d'une monnaie par rapport à une monnaie ancrage. Et la monnaie ancrage ici, dans le cas de la zone CEMAC, c'est l'euro. Donc, ça veut dire le franc CFA est rattaché à l'euro. Et dans un système de change fixe, la réglementation de change vise deux choses: à maintenir le niveau de convertibilité de la monnaie. Son Excellence Bonheur-Fiol, quand on parle de réglementation de change, à quoi renvoie-t-on? Quelles sont ces modalités pratiques? Pour l'agent économique lambda, la réglementation d'échange commence quand il a une devise et il veut se procurer, soit il a une devise et il veut la convertir en franc CFA, soit il a du franc CFA et il veut le convertir en devise. C'est pour l'agent économique lambda, c'est à ce moment-là qu'il est en contact avec la réglementation d'échange, qui est l'ensemble des règles qui régissent les échanges monétaires entre une autre zone et toutes les autres zones du monde entier, entre notre monnaie et toutes les autres monnaies du monde entier, en termes de flux, en termes, je vais même utiliser la terminologie commerciale, en termes d'importation et d'exportation de devises. Parce que si on ne simplifie pas les choses de cette manière, on ne peut pas bien percevoir le rapport qu'il y aura derrière avec les stocks. D'accord? Ce qui est à la Banque centrale, c'est des stocks. Et ce qui est dehors aussi, ce qui est en circulation hors de la zone aussi, c'est des stocks. Donc, il faut que les grands équilibres entre notre stock interne et le stock externe soient toujours réguliers, de telle sorte que tous les dysfonctionnements, comme l'a si bien relevé le docteur Omba, si ces dysfonctionnements-là, ces déséquilibres venaient à se matérialiser, ils affecteraient automatiquement nos économies. Donc, très simplement, c'est vraiment les règles d'échange entre notre monnaie et les autres monnaies. Docteur Célestin Foutier, nous vous avons en multiplex. Dites-nous, la réglementation d'échange, pour vous, quelle essai de définition pouvez-vous concevoir pour celle-ci, cette définition, ces modalités, ces caractéristiques, docteur Célestin Foutier? Disons que la réglementation d'échange, c'est un ensemble de règles, un ensemble de processus qui encadrent l'activité d'échange et qui encadrent également toutes les opérations qu'on fait avec l'extérieur. Et
c'est une réglementation qui est partie prenante de la politique de change qui est éditée par la Banque centrale et qui est constituée de règlements, d'instructions, d'articles, de circulaires, généralement qui viennent certainement modifier ou apporter des compléments d'information, cadrer certaines instructions qui semblent ne pas être très conformes avec ce qui se vit sur le terrain. Et également, ces circulaires viennent également adresser quelques manquements que l'on peut observer lors de l'application de la réglementation d'échange. Donc, globalement, c'est véritablement l'ensemble des règles telles qu'on l'a dit et qui encadrent les opérations de change. Docteur Ombe Onana, on regarde en Afrique centrale, on a des réserves importantes en termes d'un sous-sol qui est scandaleusement riche, pourvu en minerais les plus stratégiques. Alors, dans notre tête, c'est que il faut qu'on soit capable de valoriser ces ressources. Mais voilà, en Afrique, beaucoup de gens disent, mais attention, depuis 2019, par exemple, la BEAC, il y a des réformes de la BEAC qui a complètement strangulé de la vie des opérateurs économiques, qui a strangulé le circuit des ressources, des ressources financières, des devises, dans le forex, c'est-à-dire cette réglementation de la BEAC en matière de réserve de change. Comment vous appréhendez ça? L'objectif d'une réglementation de change est en fonction de l'objectif de la Banque centrale. Dans le système de change fixe, tel que la Banque centrale, l'objectif de la BEAC, c'est la stabilité des prix. Et qui parle de stabilité des prix, ça veut dire que la BEAC prend des règles, des mesures pour pouvoir stabiliser non seulement les prix, mais également garantir la convertibilité du franc CFA à l'euro. Et dans les accords, dans le principe des accords, il faut que nos niveaux de réserve de change soient supérieurs ou égal à 5 mois d'importation. Et depuis 2019, nous sommes allés même à 3 mois d'importation, ce qui devenait un peu critique. Pourquoi? Parce que on pouvait aller dans une crise d'échange, ça veut dire une dévaluation. Il fallait donc que la BEAC prenne des mesures pour éviter la dévaluation et en renforçant la réglementation de change. Et voilà pourquoi vous allez voir, depuis 2019, de nombreuses banques ont été obligées, en 2021 pratiquement, ont été obligées de créer les départements d'appurement, les services d'appurement. Parce que ces services d'appurement, avec la nouvelle réglementation, ils étaient contraints de créer des services d'appurement pour pouvoir être capables de se normaliser à cette réglementation. Donc, il fallait donc amener les importateurs et les opérateurs économiques à apurer leur dossier. Cela voudrait dire que, en fait, si on est dans un système de change flottant, la Banque centrale a plus d'autonomie. Alors que nous sommes dans un système de change fixe. Ça veut dire que notre Banque centrale n'a pas une plus grande autonomie. Nous sommes obligés de remplir le cahier de change qui nous lie au CFA, à l'euro. Et ce cahier de change nous oblige donc à prendre des mesures, même si c'est en dépit de notre croissance économique. En fait, parce que quand on évalue la Banque centrale, on n'évalue pas la Banque centrale sur quelle est votre contribution sur la croissance. Non. Malheureusement, en Afrique centrale, dans la zone franc, c'est pas comme ça qu'on évalue les banques centrales. On évalue les banques centrales sur leur capacité à maintenir l'inflation au niveau de son seuil cible qui est de 3%. Et au niveau de la banque centrale, au niveau de leur capacité à garantir la convertibilité du franc CFA à l'euro. Son Excellence Bonheur Yol, on sait depuis 2019, en zone CEMAC, depuis la réforme de la BEAC, toutes les transactions couvrant d'un montant supérieur à 1 700 $ doivent être accompagnées de justificatifs et obtenir l'approbation de la BEAC, de l'autorité centrale. Alors, cette mesure a fait grimper en flèche des délais pour les transferts d'argent, courant et légitime, et le président du groupement, le patron des patrons, Célestin Tawamba, le président du GICAM, groupement des exportateurs camerounais, des employés, des interprofessionnels camerounais, Célestin Tawamba, a dit « La lenteur d'argent
entraîne une réticence, un climat de méfiance entre les opérateurs et leurs partenaires étrangers. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que il faut se remettre dans notre contexte. Parce que en matière d'économie, si on ne raisonne pas, si on ne parle pas de nos propres paramètres, il sera très difficile qu'on trouve un point d'équilibre. Oui. Nous savons que de 1960 à 1972, nous avons fonctionné avec une structure qui était, on va dire, institut d'émission. Et c'est depuis 1972 que la mission de Banque centrale s'est ajoutée à celle d'institut d'émission. Et dans ce contexte où l'origine de la Banque centrale et la nature et la structure de la Banque centrale est exogène, avec des objets et des objectifs pas nécessairement endogènes, à cause du fait historique et de la réalité économique de ce moment-là, nous nous sommes retrouvés dans une convention monétaire à notre détriment, pour dire les choses clairement. Parce que, à notre détriment, pourquoi? Parce que le but ultime de l'économie, c'est de procurer le bien-être, à tous ceux qui participent à ce grand jeu qu'on appelle l'économie. Bon, ce bien-être-là va se traduire pour l'économiste par la croissance. Maintenant, la répartition, la manière de répartir ce bien-être, de démultiplier, de le rendre disponible, ça relève de la politique. Mais l'objectif ultime, c'est la croissance. Maintenant, si la Banque centrale n'a pas pour mandat la croissance, mais la stabilité, bon, elle aura tendance à agir à contre-courant de nos intérêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand elle dans toute bonne foi, elle veut ramener les liquidités dans la zone, on se rend compte que dans l'application même de cette mesure, comme effet redondant, elle crée encore des difficultés à ceux qui opèrent dans la zone. Parce que la réalité est laquelle? Le temps, c'est de l'argent, au sens propre comme au sens figuré. S'il faut remplir, si vous avez un bateau de matières premières que vous voulez faire venir ici et que vous avez déjà fait les transactions, vous avez ordonné le paiement à la personne qui est hors de la zone et qu'il vous faut remplir tout un tas de formulaires pour que qui de droit dans toute la chaîne apprécie, valide, prenne son temps. Excusez-moi, vous êtes en train de perdre de l'argent. Vous êtes déjà en train de perdre de l'argent que vous c'est-à-dire pour lequel vous n'avez même pas encore, vous n'avez même pas encore commencé à produire un seul franc. Donc ces situations-là fait que la question de la réforme des banques centrales, à mon humble avis, est au centre de cette problématique qui n'est qu'une conséquence de cette situation. Voilà. Nous avons écouté ce que les différents intervenants conçoivent par rapport aux appréhensions des opérateurs économiques, notamment en matière d'augmentation des coûts et des délais des délais de remboursement des dividendes. Du coup, les opérateurs économiques demandent un peu de souplesse dans l'application de la réglementation. Docteur Célestin Fautier, vous qui êtes banquier, vous qui êtes un spécialiste, vous êtes un spécialiste des questions de réglementation dans les établissements de crédit, vous voyez au jour le jour dans le cadre professionnel, vous vivez les transactions commerciales. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Je ne pense pas qu'on parlerait de souplesse de la réglementation d'échange. Je ne pense pas. Parce que chaque réglementation d'échange est adaptée au profil économique de la région ou du pays. Je pense plutôt que chaque acteur économique devrait s'arranger pour une intégration de la réglementation d'échange dans son activité. Par contre, ce que je perçois,
c'est que vous avez beaucoup d'agents économiques qui subissent la réglementation d'échange au lieu de passer à l'offensive en prenant à bras le corps la réglementation d'échange et respecter exactement les règles qui ont été éditées par la Banque centrale. Peut-être faudrait-il rappeler que la réglementation d'échange, elle n'est pas nouvelle déjà. Ce n'est pas parce que en 2018 ou en 2019, il y a eu des amendements que la réglementation d'échange n'existait pas. Mais il va falloir qu'on essaye de repréciser dans quelles conditions est-ce que la Banque centrale a retouché la réglementation d'échange pour permettre en sorte que les réserves d'échange puissent être mieux encadrées. Vous savez, en 2016, nous avons vécu un phénomène qui était très compliqué où la réserve d'échange, à partir de 2016 jusqu'en 2017 par là, frisait les presque 2% ou moins de 2% de mois ou moins de 2 mois d'importation. Ce qui fait que le pays ou la sous-région était à risque. Ça veut dire que nous étions incapables de soutenir le paiement des fournisseurs. Nous étions incapables de soutenir le paiement, par exemple, des dettes que nous avons contractées en devises. Et du coup, dans un examen ou dans une analyse de la Banque centrale ou de tous les acteurs qui gèrent la politique d'échange, on s'est rendu compte que il y avait une sorte de désordre dans la gestion des devises. Vous aviez des résidents, parce que lorsqu'on parle de réglementation d'échange, ça met en relation le résident et le non-résident. Lorsqu'on parle de résidents ici, on veut dire ceux qui appartiennent à la zone CEMAC, pour parler plus simple, et de non-résidents, ceux qui ne sont pas dans la zone CEMAC. Et on se rend compte que on a des résidents qui détiennent des avoirs à l'extérieur, sur des comptes à l'extérieur, en devise, sans autorisation. Peut-être pour leur propre profit, on peut comprendre, mais ceci entame exactement la stabilité de la zone CEMAC. Et du coup, le régulateur entre en jeu pour pouvoir mettre un terme à ce fonctionnement qui, il faut le dire, aurait pu conduire jusqu'à la dévaluation de notre monnaie, ce qui était le désastre. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, on parlera pas de rigidité, peut-être entre guillemets rigidité, mais sachant que chaque politique de change cadre avec le profil de l'économie en question. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la démarche de mise en conformité que je dois adopter, que chaque agent économique doit adopter pour pouvoir tirer profit de la réglementation des changes, c'est-à-dire une démarche de mise en conformité qui permet non seulement de respecter les contraintes, parce que la réglementation, c'est d'abord un ensemble de contraintes, mais également, pourquoi ne pas capter des opportunités, développer un avantage concurrentiel. Je pense que c'est lorsqu'on regarde sous ce prisme-là qu'on peut véritablement tirer profit de la réglementation d'échange. Docteur Marc Ombé-Onana, on sait depuis la mise en place du Forex, les exportateurs doivent restituer leurs recettes au pays de la CEMAC plutôt que de les stocker indéfiniment sur des comptes étrangers. Ça, c'est clair. On comprend la nécessité de renforcer les réserves de devises qui sous-tendent cette décision. Mais le gros problème, c'est que, et ça beaucoup de gens le disent, cette décision est un mauvais signal pour les investisseurs étrangers qui trouvent qu'ils ne peuvent pas faire des bénéfices. Oui, c'est ça en fait le problème de la réglementation. Parce qu'en fait, une réglementation doit viser deux choses. Une efficacité, une réduction des délais et une attractivité. Ça veut dire que en fait, lorsqu'on prend une réglementation et qu'elle est efficace, c'est pas forcément celle qui permet à la Banque centrale de rapatrier un maximum de devises, mais c'est celle-là qui permet non seulement à la Banque centrale de rapatrier les devises, mais également qui promeut l'attractivité économique du pays. L'attractivité économique du pays qui est dans la capacité du pays à attirer les investisseurs étrangers. Mais lorsqu'on regarde depuis, vous voyez, quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que beaucoup de fonds d'investissement qui étaient au Cameroun sont en train de rentrer, sont en train d'aller s'installer en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que, en fait, il est plus difficile pour eux de rapatrier les bénéfices. Vous voyez comme Barbon était au Cameroun et vous savez, on ne peut pas financer une économie sans fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que les banques financent en fonction de leurs fonds propres. Si les fonds propres,
l'augmentation parle de 10% des fonds propres. Vous ne pouvez pas donner plus de 10%. Ça veut dire que si je prends un microfinance, si une microfinance a 5 milliards de capital social, elle ne peut pas accorder à un individu, à une entreprise, plus de 500 millions. C'est 500 millions max. Maintenant, pour qu'elle puisse accorder à une microfinance, à une entreprise 1,5 milliard, il faut que le fonds d'investissement entre en jeu. Le fonds d'investissement vient injecter 1 milliard et la microfinance met 500 millions et ça fait 1,5 milliard et ça permet donc de financer à grande échelle l'économie. Mais avec la nouvelle réglementation d'échange, il est plus difficile. Les fonds d'investissement qui avaient déjà injecté les fonds en zone CEMA ont été obligés de dire, OK, comme on ne peut pas rapatrier, tourner avec jusqu'au jour où on aura la possibilité de rapatrier et ça ne donne pas un bon signal sur le marché international par rapport aux investisseurs. Parce que les investisseurs, c'est comme un clan, ça se parle. Et quand ça ne va pas dans un pays, on sait que ça ne va pas. Voilà, Son Excellence Bonorhiol, il y a une phrase forte de l'ancien ministre gabonais, l'ancien ministre équato-guinéen du pétrole, Gabriel Obiang Lima Mbazoro, qui disait, vous savez, les entreprises, je ne peux pas contraindre une entreprise à venir investir 2 à 3 millions de dollars en Guinée équatoriale ou en Afrique centrale si elle ne peut pas les retirer. Cette phrase soulignait à suffisance les difficultés pour les grands groupes financiers énergétiques de financer les projets dans les secteurs du pétrole et des mines qui sont les derniers où on a un avantage comparatif par rapport aux autres, en dehors de la friperie, du poisson et de tout. Donc, du coup, dans ces milieux, dans ces secteurs-là, on peut vraiment, il y a comme une pause en termes d'investissement. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une pause et je vais prendre le contre-pied du Dr Omba en disant que nous devons endogénéiser notre réflexion, nos analyses et même notre projection. Est-ce que nous n'avons pas d'argent? Parce que on part d'un principe, c'est comme si dans nos économies, il n'y a pas d'argent et qu'il y aurait de l'argent dans les économies en dehors des nôtres. Ce qui n'est pas vrai. Parce que la question de la liquidité du marché financier, elle se pose avec acuité. S'il faut que des tiers, des fonds étrangers, des investisseurs étrangers viennent, l'attractivité viendra de quoi? D'abord de notre dynamisme, à mon très humble avis. C'est-à-dire les acteurs du marché financier, ceux qui sont directement opérateurs agréés auprès des autorités, mais aussi le citoyen lambda. Parce qu'il y a un certain nombre de données qui nous échappent totalement, mais qui, à mon avis, sont pertinentes. Quand l'Institut des statistiques nous déclare qu'il y a 8 000, d'abord l'autorité, pas l'Institut des statistiques, les autorités bancaires nous disent qu'il y a 8 000 milliards de dépôts dans les comptes à vue. Bon, 8 000 milliards de dépôts, c'est bien de l'argent. Maintenant, bon, ces 8 milliards-là qui appartiennent aux citoyens, qu'est-ce qui est fait? Quelle infrastructure il y a en place pour amener cet argent à destination de ceux qui en ont besoin? Premier aspect. Deuxième aspect, on voit bien les flux que drainent toutes les opérations de mobile money avec des montants en triomphe de francs CFA. Donc, personne ne fait la corrélation ou le lien avec le potentiel que cela aurait d'amener tous ces flux d'argent vers le marché financier en termes d'offres. Bon, qui a dit et qui a interdit que les populations, les agents économiques de la CEMAC ne financent pas l'exploitation de leurs ressources naturelles? Qui l'a interdit? Mais nous sommes tellement tournés, nous sommes comme détournés de notre propre réalité que nous oublions que si nous-mêmes nous asseyons sur la table, nous sommes capables d'apporter un certain nombre de solutions à des problématiques qu'on a, à mon humble avis, mal posées et pour lesquelles on attend les solutions hors d'ici. Bon, si jamais
le contexte se contraignait ou se resserrait, ne va-t-on plus exploiter nos ressources? Nous devons exploiter nos ressources. S'il faut que depuis 60 ans, on exploite nos ressources, si dans les 60 prochaines années, nous sommes incapables de lever les fonds ici pour exploiter nos mines, pour exploiter nos gisements de pétrole, pour développer nos forêts, où est-ce que nous allons arriver? Mais moi, je répète bien que nous en sommes capables. Parlant de ces deux monnaies, de ces deux cours, c'est-à-dire une monnaie qui soit adaptée à deux conditions économiques différentes, le Maroc, la Banque centrale marocaine par exemple, Dr Marc Ombé, la Banque centrale marocaine a décidé de créer un dinar pour les transactions internes et un autre dinar et un autre pour les transactions du commerce extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut comprendre qu'on peut rester sur le taux de change flottant, mais avec un taux de change flottant avec une valeur cible, comme le fait la Chine. Vous voyez un peu. Donc, c'est juste qu'en Afrique, on pense que quand on dit taux de change flottant, on doit rester sur le flottant généralisé. Non, c'est du flottant cible. En fait, le flottant cible, c'est une amélioration du taux de change fixe, en tout cas. Donc, le flottant cible nous permet de fixer un niveau cible de taux de change qu'on doit atteindre et sur lequel on joue. C'est sur ça que la Chine joue et qui fait de la Chine une monnaie puissante. Donc, on peut le faire également en zone CEMAC, mais maintenant, à ce qu'il s'agit de l'appel au fonds d'investissement extérieur, notre structure d'épargne ne permet pas de financer, de donner des crédits à long terme. Or, la structure d'épargne donnée par les fonds d'investissement financent les crédits à long terme. Voilà pourquoi vous voyez même l'État du Cameroun est obligé généralement d'aller sur le marché international parce que là-bas, la structure de l'emprunt qu'il peut faire là-bas, il peut facilement prendre des emprunts à long terme. Alors que lorsque vous voyez ici, ce sont généralement les dépôts à vue. Donc, le principe de l'orthodoxie bancaire voudrait que on ne peut pas prendre les crédits à court terme, les dépôts à court terme pour donner les crédits à long terme. Donc, on prend les dépôts à long terme pour donner les crédits à long terme. Alors que les dépôts à long terme en Afrique centrale sont tellement faibles. Donc, si je dois donc revenir sur la monnaie binaire qui a été initiée par le Maroc, c'est une monnaie qui a lieu d'être parce que ça donne, c'est une monnaie qui permet, on appelle ça une monnaie de transit. Donc la monnaie, c'est une monnaie locale, il y a une monnaie locale qui permet à la banque centrale, sur laquelle la banque centrale joue sur le levier de croissance. Pourquoi? Parce que cette grand-mère-là qui est au village, elle ne connaît pas, elle n'a pas besoin de connaître les histoires de taux de change, de taux de remédiation de change, parce que elle a besoin de la monnaie qui est juste pour les motifs de transaction. Donc, la monnaie binaire, la monnaie locale joue un rôle dans les fonctions de la monnaie d'unité de transaction. Alors que la deuxième monnaie joue transaction, unité de valeur, transaction, réserve d'échange, et pour les objectifs de spéculation. Docteur Célestin Fautier, dites-nous, ces questions sont au cœur de l'actualité financière en Afrique. On est dans les questions de taux flottants ou de taux fixes. Quelle est votre position par rapport à ces normes? Non, taux fixe, taux flottant, tout ça fait partie de la politique de change. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la politique de change cadre avec le profil de l'économie. Lorsqu'on a une économie, je vais parler de façon globale, lorsqu'on a une économie qui est nette importatrice, je pense qu'il faut adopter le taux fixe. Parce que le taux fixe rassure que l'on ne va pas importer l'inflation de l'extérieur pour pouvoir alimenter l'intérieur et dégrader notre monnaie. Lorsqu'on est par contre lorsqu'on a par exemple une économie qui est nette exportatrice, je pense qu'un taux flottant permet de bénéficier, permet d'alimenter, permet de doper la croissance par l'exportation. Et en ce moment, on bénéficie des fluctuations favorables de la monnaie et je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder. Mais dire que il y a un avantage particulier ou alors qu'il le faut, non, c'est le profil économique qui dicte le régime de change qu'il faut mettre en place. Vous parliez d'autonomie.
d'autonomie financière. Il y a Afrique Exim Bank qui a lancé le système PASCAT, qui est un système de règlement, un système panafricain de règlement, de paiement et de règlement qui permet d'accélérer les paiements et d'améliorer les flux commerciaux en monnaie locale. Cela se fait, ce système de paiement se fait sans euro, sans la dictature de l'euro, du dollar. Est-ce que ce système peut être la panacée pour résoudre les problèmes, les défis liés à l'économie financière locale dont vous faisiez allusion tout à l'heure? Déjà, je veux corriger ce que j'ai dit d'abord. Je n'ai pas dit qu'il s'agit... Vous apporter une précision. Oui, je vais apporter une précision. C'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'on devait prendre des fonds qui sont disponibles à court terme pour faire des financements à long terme. J'ai dit qu'il faut faire nous devons faire des efforts structurels pour transformer notre économie. L'économie n'est pas subie. C'est nous qui la créons, nous qui la transformons. C'est pour ça que j'ai parlé de fonds de pension. J'ai dit, et d'ailleurs, le régime financier en vigueur permet la création de fonds communs de placement, entre autres. C'est-à-dire parce que on parle beaucoup des prestataires de services d'investissement, mais toute la réforme sur les instruments qui permettent de mobiliser les capitaux inclut beaucoup d'outils qui sont sous-utilisés. Si on a des fonds communs de placement, si on a des fonds de pension, ce qui n'est pas, c'est pas quelque chose de complexe à mettre en place, mais ça demande une volonté politique, ça demande de mobiliser la partie informelle de notre économie qui, à mon humble avis, représente plus en volume et en valeur que l'économie, celle qui est l'économie observée, celle qui est actuellement dans nos statistiques. Maintenant, pour revenir à votre question, le système est le bienvenu, sans être une panacée, bien sûr. Parce que déjà, avant même d'arriver aux situations de diktat de l'euro ou d'autres monnaies étrangères, les pays africains doivent s'asseoir à la même table et gérer leurs problèmes de plus de 40 monnaies qu'ils ont les uns les autres. Je pense que c'est d'abord les États, à mon humble avis, qui doivent s'asseoir et dire, OK, on fait une convention, on met en place un certain nombre d'instruments pour faciliter les transactions entre nous. Parce que c'est possible, ça s'est fait ailleurs. Et derrière maintenant, des organes techniques comme Exim Bank peuvent venir maintenant présenter des solutions comme celle-là et les intégrer au fonctionnement normal des gens. Bon, mais de l'autre côté, le défi qui est posé n'est pas seulement celui d'un système binaire. Le défi qui est posé est celui d'inventer une banque centrale de toutes pièces. Nos économies sont à inventer. Nos économies ne sont pas quelque chose qu'on a déposé, qu'on doit utiliser. C'est nous qui devons les inventer. Donc, la banque centrale, s'il faut, on a parlé de banque centrale fédérale. Je crois que le Cameroun a même signé une convention. Je pense à l'Union africaine. Le Cameroun est responsable de la mise en place du Fonds monétaire africain. Donc, si on a tous ces instruments avec la Banque centrale africaine et tout ça, qui doivent être à Abuja, et de l'autre côté, les défis qui sont les nôtres en matière de transformation de l'économie non observée, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse avoir des mécanismes, des instruments, des outils qui donnent des capitaux longs à notre économie pour pouvoir, aux côtés des autres acteurs, on ne dit pas que les autres acteurs sont inutiles, mais qui va venir chez vous finir votre maison alors que vous êtes à l'intérieur? Oui, on va avancer. Docteur Marc Ombe, tout à l'heure, j'ai posé la question à son Excellence Bonoriol sur le système panafricain de paiement et de régulation des flux. On sait, en Asie, 60% des transactions se font sur le continent, c'est-à-dire inter-pays se font en Asie se font sur le continent asiatique. En Europe, c'est 70%. En Afrique, je ne sais pas si c'est 1%. Je ne sais pas trop. Donc maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'un système de paiement panafricain qui n'obéit pas au diktat de l'euro, du dollar, qui permet aux monnaies locales de s'intégrer, est-ce que à terme, ça ne peut pas créer un facteur de régulation financière?
c'est-à-dire nous permettre l'épargne locale là, de capter cette épargne locale? Oui, ce système, un système africain est même, c'est un impératif. Parce que, vous savez, avec le développement de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, l'Afrique a besoin d'un système de paiement commun pour unifier l'ensemble des monnaies. Parce que, vous savez, la particularité, c'est que le CFA déjà, c'est 15 pays. Et sur les 54, si vous faites 54 moins 15 pays, vous voyez le nombre de pays qui restent. Bon, maintenant, encore le CFA, maintenant, il n'y a même pas convertibilité directe. Donc, il y a encore un problème. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec, on ne peut pas dynamiser la zone de libre-échange intercontinentale s'il n'y a pas cette monnaie. Il n'y a pas un système de paiement commun, un système de paiement unifié, parce que, vous savez, s'il faut toujours faire recours aux monnaies ancrage, ça devient compliqué parce que ça va non seulement en termes de délai, mais il peut y avoir des cas où il n'y a même pas suffisamment de devises sur le marché pour nous permettre de commercialiser encore nous, Africains. Donc, cette monnaie, ce système de paiement, je pense que on doit tous converger vers ce système. Pourquoi? Parce que les échanges intra-africains sont faibles du fait de la pluralité des monnaies. Cette pluralité des monnaies qui rend complexes les opérations africaines. Docteur Célestin Fautier, le système panafricain de financement est mis en place par Afrique Exim Bank. Pour tout le monde, pour certains analystes notamment, ce système de financement panafricain va essayer de réguler les flux financiers en Afrique et préfigurer dans le cadre de la ZLECAf d'une sorte d'intégration financière à terme des finances en Afrique, parce que ça va englober les banques centrales. Beaucoup de banques centrales. On parle déjà de 10 banques centrales qui sont prêtes à s'arrimer à ce système de financement panafricain. Que pensez-vous de celui-ci? Je ne parlerai pas de panacée. C'est vrai que j'écoute beaucoup de discours, il y a beaucoup d'écrits sur la monnaie, mais chacun regarde sous son prisme. Moi, je vais regarder la monnaie sous le prisme de la production. Ce qui vaut pour moi et qui est un prérequis pour une économie, c'est la production. Pourquoi? Parce que lorsqu'on produit et qu'on est capable d'exporter, lorsqu'on a une économie qui est nette exportatrice, on peut facturer en sa monnaie. Et en ce moment-là, c'est le jeu de la demande et de l'offre de la monnaie qui prévaut. Et comme je le dis, vous pouvez facilement avoir votre monnaie lorsque vous sentez qu'on doit solliciter votre monnaie sur le marché. Mais nos monnaies africaines, en général, comme dans la CEMAC, nous sommes nets, les pays sont nets importateurs. Ça, pour moi, ça ne nécessite pas qu'on se penche sur la création d'une monnaie en ce moment. Oui, nous pouvons nous adosser sur ce que Afrique Exim Bank est en train de faire, mais regardons-nous d'abord avant de rentrer dans n'importe quelle coopération. Est-ce que nous sommes capables d'assurer pleinement la production et exporter? En ce moment, nous sommes sûrs que on est sûr qu'il y aura la demande de notre monnaie. Et quoi de plus normal en ce moment de créer notre monnaie que d'être net importateur et d'accroître l'inflation volontairement. Donc vous avez ma position là-dessus. Son Excellence Bonheur Siol, l'un des blocages, et les analystes l'ont dit, c'est la volatilité de nos monnaies. L'un des blocages du système financier africain, c'est la volatilité de monnaie. On vous dit le Ghana, dans le cas du Ghana, le CEDI, $1, c'était 6 CEDI il y a 3 jours. Aujourd'hui, hier, c'est 8 CEDI. Aujourd'hui, c'est 10 CEDI. Il y a une dépréciation de 25% chaque jour. Mais dites-nous, comment à ce coût? On sait que la volatilité ailleurs, de façon sur le plan économique, la volatilité accroît le risque. Et par conséquent, le coût des opérations en devise. Comment nous on va faire pour résoudre ça? Mais je crois que des pistes ont commencé à être énoncées, puisque si qu'est-ce qui est à l'origine de la volatilité? Est-ce que c'est la monnaie en elle-même ou c'est l'économie? La monnaie en elle-même n'est que le reflet
des défaillances, des expositions de l'économie. Si le Ghana a pour principal produit d'exportation le cacao et l'or, dès que les coûts de ces produits-là s'envolent ou baissent, forcément qu'il va subir le contre-coup. Maintenant, nos banques centrales, j'insiste sur nos banques centrales, en termes de réserves, si on a combien de banques centrales en Afrique peuvent avoir le standard qui est de 6 mois de réserve? Combien de banques centrales? Quelle est la quantité de réserves d'or de ces banques centrales? D'accord? On a, je prends le cas du Ghana que je connais un peu. Est-ce que le Ghana qui est même producteur d'or, est-ce que le Ghana peut arriver même à la moitié des réserves d'or des pays avec lesquels lui-même il interagit qui sont ailleurs? Je ne vais pas citer les pays. Docteur Célestin Foutier, quand on regarde, il y a une sorte de paradoxe sur la place financière mondiale. Quand on regarde la Chine, une monnaie à laquelle on demande monnaie faible, à laquelle tous ses partenaires demandent une réévaluation, et nous on a un franc CFA qui est une monnaie forte, arrimée sur l'euro. On dit qu'elle est trop forte pour nos économies et que elle menace, cette force est une menace, une entrave même pour la compétitivité de nos économies. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est eux qui doivent dévaluer ou bien c'est nous qui devons réévaluer ou bien nous devons dévaluer? Donc, je ne sais pas, par rapport à ce débat, quel est votre sentiment? Non, il n'y a pas de paradoxe. Nous sommes dans deux environnements économiques différents. Ça, là, il faut le comprendre. L'environnement économique chinois et l'environnement économique de la CEMAC, ce sont deux environnements économiques de profil vraiment différents. N'oubliez pas que la Chine, c'est l'industrie du monde. N'oublions pas ça. C'est-à-dire qu'elle peut se permettre de manipuler sa monnaie comme elle pense, pourvu que ça lui soit profitable. Par contre, nous, l'arrimage à l'euro, bien que ça ait des conséquences, bien qu'il y ait des conséquences, mais son avantage, c'est que nous sommes presque à l'abri des chocs violents externes. Nous sommes presque à l'abri de l'importation d'une inflation non mesurée. Parce que n'oublions pas que la Banque centrale a pour rôle la stabilité des prix. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans la CEMAC, il va falloir que le taux d'inflation n'excède pas 3%. Et aujourd'hui, dans la CEMAC, il va falloir que les réserves de change représentent au minimum 3 mois d'importation et que ces réserves d'échange représentent 60% des engagements à vue de la Banque centrale. Et lorsqu'on agrège, lorsqu'on met tout ça ensemble, on se pose la question de savoir, ici on se pose la question de savoir, est-ce que en ce moment, nous devons quitter l'euro? Non. Je pense que le prérequis tel que je l'ai dit précédemment, regardons d'abord notre tissu économique, produisons. La production va nous dicter le fait que nous allons avoir notre monnaie ou pas. Pour la dernière minute, Son Excellence Bonafiol, lorsqu'on regarde l'architecture financière en Afrique, le gros espoirs sont fondés sur nos bourses. La BVRM, la BVMAC, on se dit, elles peuvent être des structures de financement pour l'économie. Des capitaux à long terme, des capitaux longs pour les entreprises qui en ont énormément besoin parce qu'elles connaissent, bref, ces institutions financières connaissent les besoins des gens, donc elles peuvent facilement les aider. Mais quand on regarde, les gens, l'endroit où se trouve l'argent, les zones financières les plus attractives, ce sont les Émirats, c'est les pays occidentaux. Ils nous disent, nous on est prêts à venir investir en Afrique, à monnaie locale, parce que c'est moins coûteux, le rapport sur investissement est formidable, mais le vrai problème, c'est le rapatriement de nos dividendes. Si à chaque fois c'est un OSCU fonctionnaire, on doit dépendre d'un OSCU fonctionnaire du ministère, d'un ministère lambda, pour qu'on rentre dans nos frais, on ne viendra pas. Est-ce que c'est pas, à terme, la mort de nos bourses? Non, je réponds directement non, parce que la bourse a même vocation à devenir populaire. C'est-à-dire, le but ultime est que tout le monde soit actionnaire même de cette bourse et que tout le monde participe même à cette bourse. Quand je dis tout le monde, je parle de vous et moi. Je parle d'une masse critique d'agents économiques
qui interagissent et qui profitent de cela. C'est ce qui fait de ça un marché. Nous avons parlé de la monnaie, nous avons tout dit, sauf que la monnaie est une valeur. Donc, pourquoi ne pas voir exactement comme on voit dans les autres bourses, le dollar à acheter et à vendre, le franc CFA à acheter et à vendre, affiché à la côte. Parce que on parle comme si la bourse, c'est seulement la bourse, la monnaie s'achète et se vend à la bourse. Bon, ensuite, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je pense que qui sont ces gens? Ce sont des centres financiers, d'accord? On parle de centres financiers internationaux. C'est une infrastructure bien précise qu'on doit aussi adopter. Si nous disons que Douala, Kribi et Limbe sont des places financières, parce que derrière, il y a des plateformes logistiques qui peuvent appuyer et accompagner ces mouvements, ces flux intenses de capitaux. On va ajouter la notion offshore, mais ça va permettre de faire sortir le mouvement des capitaux des carcans réglementaires dans lesquels ils se trouvent actuellement. Son Excellence Bonheur Riol, merci infiniment d'avoir prêté votre expertise pour comprendre la problématique liée à la réglementation des changes et l'attractivité de nos économies. C'est important, c'est au cœur du développement de nos économies. Merci, docteur Marc Ombé-Onana, d'être venu, d'avoir participé à cette émission. Merci, docteur Célestin Fautier, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir permis de gagner des gains de connaissances à partir de votre expertise. Merci infiniment. Madame, monsieur, nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine édition de 100% Éco sur Canal 2 International.